Mais il est où là? Oh, ça commence! Ça commence! Oh là là, excusez-moi, j'étais en train de regarder la liberté de la presse se faire démonter dans une ruelle sombre. C'était génial, regardez. Le 24 avril 2019, des journalistes de Disclose et d'Arte ont été convoqués par la justice pour avoir dévoilé que la France vend depuis un certain temps des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes qui sont en guerre contre le Yémen, créant ainsi la pire crise humanitaire de la décennie, voire du siècle. On peut même plus participer à des crimes de guerre tranquilles maintenant. Mais tout va bien puisque la ministre des Armées a dit... À ma connaissance, ces armes ne sont pas utilisées de façon offensive. En tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments de preuve permettant de dire que des armes françaises sont à l'origine de victimes civiles au Yémen. Mais oui, on te croit. Dis, on a reçu les armes françaises. Oui, mais n'oublie pas, hein, c'est juste pour faire joli. Dans tous les cas, ces journalistes ont eu ce qu'ils méritaient. Ils croyaient quoi qu'ils seraient protégés par la liberté de la presse? Ha! Quelle belle enfumerie! Laissez-moi vous en parler un petit peu. Évidemment, l'histoire de la presse commence avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450. Putain, je suis devenu un prof de collège. Le premier périodique imprimé est lancé en 1605 à Strasbourg. Il s'appelait Relations à l'ère funeste. Il s'appelait Relations. En 1789, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. C'est encore des trucs de fragiles. Cette liberté provoque la création de 500 périodiques en France. C'est beaucoup trop, on est tous d'accord. Mais ça dure pas longtemps parce que la chute de la monarchie en 1792 amène le Conseil général de la Commune à prendre des mesures contre les empoisonneurs de l'opinion publique, tels que différents journaux contre-révolutionnaires. T'es libre? Mais que si t'es d'accord avec nous, ok? Mais c'était pas aussi bien que pendant le Premier Empire en 1811, où le nombre de parutions est réduit à 4 journaux surveillés par le gouvernement. C'était quand même vachement plus simple comme ça, non? Après la liberté de la presse, ça devient un peu n'importe quoi entre Napoléon, la monarchie de Juillet, la Seconde République, et j'en passe. T'as des libertés? Ah, tu les as plus. T'as des libertés? Ah, tu les as plus. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, puisque la Troisième République consacre la liberté de presse avec la loi du 29 juillet 1881, qui stipule que la protection des sources d'information des journalistes, sans exception ni restriction, est considérée comme l'une des pierres angulaires de la liberté de presse. Ha! Tu diras ça au secret des affaires. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est une bonne petite guerre pour arranger tout ça. Oh bah ça tombe bien, il y en a 2 belles qui arrivent là. Salut! Pendant toute cette période, le ministère de la Guerre impose un contrôle préalable des parutions et en supprime des tonnes. La presse devient un moyen de propagande. Ah, le bon vieux temps. Après la Libération, l'État s'approprie rapidement les nouvelles formes de médias comme la radio et la télévision. Pour De Gaulle, ce monopole contrebalance la liberté de la presse écrite. Il a pas dit des conneries, dis donc. Mais évidemment, la gauche vient faire chier comme d'habitude, et le gouvernement choisit symboliquement de promulguer une loi libérant l'audiovisuel le 29 juillet 1982, date anniversaire de la loi du 29 juillet 1881. Mais tout ça finit bien tout de même, parce qu'en 2009, le gouvernement reprend le pouvoir sur la radio et la télévision avec une loi qui prévoit les nominations des présidents de Radio France et de France Télévisions par le chef de l'État. Pas par les députés, pas par les sénateurs, par le chef de l'État. Bonjour monsieur la télé, est-ce que je pourrais utiliser votre média pour diffuser mon travail afin de créer un contre-pouvoir et rééquilibrer la politique nationale? Alors attends, je vérifie. Non. On constate donc que depuis sa création, la presse a toujours fait chier à vouloir être indépendante. Et heureusement qu'il y a toujours eu des gouvernements courageux qui ont de tout temps essayé de faire taire toutes sortes de contre-pouvoirs. Parce qu'après tout, le gouvernement ne veut que le bien de ses concitoyens. Quel genre d'affaires la presse aurait-elle pu révéler de si importantes? Eh bien... Et maintenant, les affaires gouvernementales douteuses depuis l'an 2000 par le diable positif. Le cabinet noir, l'affaire BD, l'affaire Glistream 1 et 2, l'UIMM, la cassette mairie, Fondation Hamon, la Française des Jeux, la privatisation de la CGM, les frais de bouche de Jacques Chirac, les frégates et les mirages de Taïwan, et bien sûr, il y avait l'affaire du Dumas, le château de Mitty, le compte japonais de Jack et les contrats de DSK, le crédit de Paris, le tramway de Nice et l'affaire Elf Nigeria. L'affaire Gaymard et la gaffelle des selles de Laurent Ayard, c'était un bon. Sulzertal sur Amine Rodia, et bien sûr il y avait Michel Mouillot. L'hippodrome de Compiègne, les successions Wittgenstein et le Carlton de Lille. Le culte républicain, l'affaire Guérini, et bien sûr il y a eu Balkany. Le tramway de Bordeaux, l'affaire Karachi, Sylvie Andieu et Serge Dassault. Ziad Takedine, l'affaire Total Bettencourt, et bien sûr Kadhafi et Sarko.
Cahuzac, Florence-Aubin et les formations EELV. Pygmalion, tapis la garde et les sondages douteux venus de l'Élysée. T'es venu de les députés du FN à l'affaire Azibert et François Fillon. Et bien sûr les sénateurs UMP qui détournent des dates de public le font. L'affaire Le Rouge, Anne Ferrand, Benalla et les euros du PT du Modem. L'affaire Business France et merci d'avoir suivi ce débrief en espérant vous revoir bientôt. Ceux de plus mauvais augure et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Would you